Je me prépare. Élèves de terminale, spécialité SVT. Nous allons travailler aujourd'hui et toujours dans le chapitre 1, l'origine du génotype des individus, l'analyse prédictive familiale et l'accès direct au génotype. Tout un programme. Alors, ce sont des cours qui sont généraux, plus ou moins résumés. À vous également de voir en parallèle certains documents dont nous nous servirons dans ce cours. Analyse prédictive familiale et accès direct au génotype. Ça veut dire quoi exactement? Analyse. Analyse, on étudie quelque chose dans les moindres détails. Prédictive, ça veut dire qu'on analyse quelque chose pour prévoir au sein d'une famille s'il n'y aurait pas dans l'enfant que l'on attend caché une maladie qui pourrait être très ennuyeuse. Donc, autrement dit, lorsque l'on dit accès direct au génotype, ça veut dire qu'on peut peut-être prévoir, les médecins donc peuvent prévoir, en analysant le génome de l'enfant, par exemple, du futur enfant, donc, qui est encore dans le ventre de la maman, donc dans l'embryon. Après, je ne peux pas entrer dans les détails de la part du droit entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis pour faire des prélèvements pour voir si l'enfant sera atteint d'une maladie, s'il sera normal ou anormal par rapport à la normalité que l'on se donne dans l'espèce humaine. Alors, nous avons d'abord quelques connaissances. Vous avez d'abord quelques connaissances, puisque nous avons déjà fait pas mal de cours, et vous avez fait des cours avec votre enseignant également. Et les connaissances que l'on attend, sont les suivantes. Et on donnera en parallèle deux capacités à atteindre. Premier point, c'est dans le cas de l'espèce humaine, l'identification des allèles portés par un individu s'appuie d'abord sur une étude au sein de la famille. Donc le fameux arbre généalogique éventuellement, en appliquant les principes de transmission héréditaire des caractères. Deuxième point, le développement des techniques de séquençage de l'ADN et les progrès de la bioinformatique donnent directement accès au génotype de chaque individu comme à ceux de ses ascendants et de ses descendants. L'utilisation de bases de données informatisées permet d'identifier des associations entre certains gènes mutés et certains phénotypes. On rappelle que le phénotype, c'est l'expression du génotype, expression moléculaire d'abord, puis ensuite on verra le niveau cellulaire, puis le niveau macroscopique de ce phénotype. Alors lorsque l'on dit puis on verra, vous avez déjà vu, vous connaissez déjà. Autrement dit, on passe du génome, les gènes, au phénotype. Donc le génome dont les gènes s'expriment en tout cas, au phénotype. Donc trois types de phénotypes, moléculaire, cellulaire, macroscopique. Concernant les capacités, il s'agira alors pour vous ici ou en classe en parallèle de recenser et de comparer les séquences d'ADN sur les trios père, mère, enfant, permettant d'analyser la présence de mutations nouvelles qui seraient plus ou moins embarrassantes. Évidemment, il faut un père et une mère. Association, fécondation, embryogenèse, le fœtus arrive ensuite, puis le bébé. Donc, dans toutes ces étapes, il y a moyen de faire une prédiction afin de voir si le futur enfant ne serait pas atteint d'une maladie quelconque, d'une maladie génétique en tout cas. Je ne parle pas des rhumes ou des choses comme ça, je parle de maladies génétiques. Deuxième capacité, vous devrez être capable de recenser des informations sur les nombreux mutants du gène de la mucoviscidose. Alors là, je vous invite à aller voir un nombre important de vidéos que j'ai faites qui sont relativement complètes.
et les analyses prédictives qui peuvent être conduites en relation, bien sûr, avec cette mucoviscidose. Alors, là, il s'agit d'analyses génétiques chez l'espèce humaine sur le plan de l'hérédité liée au sexe et non plus en relation avec la drosophile comme nous avons fait dans le dernier cours, qui permettent donc expérience avec la drosophile, expérience de croisement et analyse des croisements qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe au niveau héréditaire. Mais là, il s'agit donc de l'espèce humaine, l'homme avec un grand H. Analyse prédictive et exploitation de banques de données génomiques qui permettront de voir si le futur enfant n'a pas une maladie qui pourrait être très gênante. Alors, nous allons essayer de présenter un cas de transmission autosomale récessive au sein d'une famille et l'utilisation de données numériques et des connaissances sur la méiose va permettre de calculer le risque d'erreur, pas le risque d'erreur, mais le risque génétique, risque bien entendu d'avoir une maladie soit directement létale, donc l'enfant n'aurait pas le temps de se développer, soit une maladie qui pourrait le devenir après la naissance, soit une maladie qui peut être découverte pendant l'embryogenèse, et alors faire quoi? Bon, je vous laisse y réfléchir. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Présentation également d'un cas complexe associé à la présence d'un allèle muté dominant. Alors, allèle muté dominant, là c'est gênant parce que l'allèle, s'il est à l'état hétérozygote, il s'exprime. S'il est à l'état homozygote, et bien entendu, il s'exprime également. Mais là, comme il est, il est dominant, donc c'est assez gênant. Pourquoi gênant? Parce que les maladies qui relèvent d'une double récessivité sont moins présentes, puisqu'il faut qu'il y ait justement cette double récessivité, et que s'il y a un gène dominant, eh bien, il n'y aurait pas la maladie. Mais là, dans le cas d'une maladie à caractère dominant, enfin, gène dominant, là c'est gênant. Donc, ce qui nous amènera à l'utilisation d'un logiciel, alors avec votre enseignant plutôt, parce que moi je suis là pour expliquer plutôt. Donc, logiciel de traitement de séquences pour comparer des allèles des membres d'une famille, présenté pour comprendre l'origine de l'achondroplasie chez un individu dont les parents ne sont pas atteints. Les parents ne sont pas atteints. Comment est-ce que vous pourriez comprendre qu'un individu ait une achondroplasie? On pose ainsi la problématique des mutations de novo, c'est-à-dire de néomutations, qui pour certaines maladies ne sont pas rares. Donc là, vous commencez à comprendre. Alors c'est le cas de l'achondroplasie, mais c'est également le cas de la myopathie de Duchenne, par exemple. Alors, à noter que plus de 80% des cas d'achondroplasie proviennent d'une telle mutation de novo, donc qui n'est pas en relation avec l'hérédité, en fait, mais c'est une mutation qui intervient après. Par exemple, qui peut intervenir au cours de l'embryogenèse ou au cours de la période fœtale ou même après, éventuellement. Alors même après, c'est un peu bizarre, vous allez me dire, parce que toutes les cellules ne peuvent pas être atteintes. Bon, donc là, pareil, je ne vais pas en discuter. Je vous laisse y réfléchir ou trouver des documents en relation avec ce sujet. Cette mutation du nucléotide 1138 conduit au remplacement de l'acide aminé glycine par une arginine dans le récepteur de l'hormone de croissance possédé par les fibroblastes. Elle est responsable de 98% des cas d'achondroplasie.
Vous voyez, c'est une mutation de novo en fait. À l'état homozygote, le génotype est létal. La fréquence de cette mutation de novo augmenterait avec l'âge du père. Donc attention, attention. Attention, alors, si vous voulez un enfant, bon, l'âge pour la femme, déjà 38 ans, c'est déjà beaucoup. Bon, le père est en relation également. Bon. Donc si le père a 60 ans, achondroplasie ou non, je vous laisse y réfléchir. La mutation est responsable de 98% des cas d'achondroplasie. Cette mutation de novo augmente avec l'âge du père. Bon, donc il n'y a pas que la mère qui est concernée. Et on pourrait prolonger cette étude en envisageant le risque pour un couple dont l'un des membres est atteint par cette maladie dominante d'avoir un enfant atteint. Donc là, on peut souligner évidemment l'intérêt du diagnostic prénatal puisque l'on peut prévoir chez l'enfant, en faisant des prélèvements, prévoir la présence du gène ou non. Donc on pourrait également appréhender la complexité que ne laisse pas apparaître la simple analyse d'un arbre généalogique. Un arbre généalogique, on regarde, là c'est les ascendants, les descendants, etc. Bon, ça paraît simple à interpréter, mais ça ne l'est pas parce qu'il n'y a pas que la complexité une complexité intervient par rapport à ces maladies. Ce n'est pas que l'étude des arbres généalogiques. Donc on pourra présenter, voire utiliser des banques de données génétiques qui sont issues des techniques récentes de génétique moléculaire. Et la complexité de cette maladie, le nombre très important des allèles mutés également, seront mis en avant tout à l'heure. On peut constater que des sujets porteurs de 2 allèles mutés peuvent n'avoir que des symptômes discrets et être diagnostiqués tardivement, voire quelquefois jamais. Alors, l'étude détaillée de l'arbre généalogique montre que la transmission des différents allèles mutés au sein de la famille, on peut la trouver, on peut la voir, et que tous les allèles mutés n'ont pas le même impact sur la santé des patients. Alors, ensuite, le risque d'être atteint pour l'enfant à naître dépend du risque des parents non atteints d'être porteurs de l'allèle muté et du risque qu'ils ont de le transmettre. Les cas des 2 parents sont différents en relation avec la mucoviscidose, bien entendu. Je parlais de mucoviscidose précédemment. Premier point, la mucoviscidose est inconnue dans la famille de la mère, dont le risque d'être porteuse de l'allèle muté est le même que pour tout individu en Bretagne. Par exemple, si on prend les cas de mucoviscidose qui peuvent survenir en Bretagne, soit 1 sur 27. Deuxième point, si le père a un frère atteint, cela signifie que ses parents sont hétérozygotes et portent tous les 2 l'allèle muté. N'étant pas atteint, le père a donc un risque d'être porteur de 2 sur 3. En effet, l'échiquier de croisement présentant la descendance des 2 hétérozygotes comporte les génotypes grand N, ou petit m, ou grand N, petit m, à 2 reprises, mais on peut éliminer l'hypothèse petit m. Alors, ceci dans l'exemple que nous allons étudier tout à l'heure. Le père sera donc soit grand N, soit grand N, petit m, avec 2 fois plus de probabilité pour ce dernier cas. Si les 2 parents sont hétérozygotes, le risque qu'ils aient un enfant malade est de 1 sur 4. Du dépistage de l'enfant à naître ou de l'établissement du génotype des parents peut donc se poser. La question du dépistage de l'enfant à naître ou de l'établissement du génotype des parents peut donc se poser. Concernant le cas de l'achondroplasie,
eh bien, il est lié à une mutation de novo dans les documents que nous allons étudier tout à l'heure. En effet, aucun des parents n'est porteur de l'allèle muté. L'allèle muté qui est cependant présent dans le génotype d'un fils, alors dans l'arbre généalogique dont je vais vous parler, donc ce serait la génération grand 2, petit 2, qui provient d'une substitution d'une guanine par une indénine en position 1138. Position de la séquence de nucléotides du gène. Une telle mutation a pu se produire au cours de la formation des gamètes chez l'un des deux parents. Alors quand je vous disais tout à l'heure, on peut détecter la maladie au niveau du fœtus, au niveau de l'embryon, du fœtus et puis après, mais plus c'est détecté tôt, plus on peut faire un diagnostic prénatal et puis agir en conséquence. Ensuite, il y aura une autre analyse génétique qui sera présentée. Elle montrera la complexité de la mucoviscidose du point de vue de sa transmission. De nombreux allèles mutés existent et n'ont pas tous le même impact sur la santé de leurs porteurs, même à l'état homozygote. Donc, vous voyez, c'est pas si simple. Certaines combinaisons d'allèles mutés conduisent à des troubles sévères, amenant sans ambiguïté au diagnostic, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres. Ainsi, si la mère possède deux allèles mutés, mais si l'un des deux ne conduit pas à des troubles importants, eh bien la patiente peut souffrir, du moins, de troubles respiratoires, mais même si elle n'a pas été diagnostiquée comme étant atteinte de mucoviscidose. En revanche, il est possible qu'elle transmette à son premier fils, donc son allèle le plus délétère, qui a été combiné à un autre allèle mutant à l'origine de troubles importants. Cet autre patient, donc un autre patient, peut être également atteint de mucoviscidose, même si l'on peut noter que le diagnostic est tardif. L'analyse génétique apporte donc de sérieuses et de précieuses informations concernant cette famille, ou ces familles. L'hypothèse de la mutation F508del au déterminisme fort peut être éliminée ou confortée selon les cas. Malgré tout, le risque de transmission de diverses mutations au déterminisme plus faible est important et justifiera d'un suivi médical. Alors j'attends que le document s'ouvre. Bien entendu, c'est quelquefois long, bien entendu. En espérant que ça ne bug pas. Vous avez le temps d'aller prendre un café. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, ça y est. Ouf. Ça bug. Ah. Alors reprenons un peu les documents. Alors je vous invite à écouter ce que je vais dire sur les documents et puis à revoir le début de mon explication. Nous sommes toujours évidemment dans l'analyse prédictive familiale et l'accès direct au génotype. Concernant l'espèce humaine, eh bien, nous pouvons étudier la transmission d'allèles. Cette transmission repose sur des analyses généalogiques familiales, mais également sur des données issues de techniques modernes d'exploration de l'ADN, par exemple le séquençage, PCR, analyse biostatistique, etc. Mais comment est-ce que l'exploitation des informations génétiques et généalogiques permettent-elles de prédire ou de suivre la transmission des allèles? Commençons par une analyse généalogique pour évaluer le risque. Alors je vous invite à vous procurer des arbres généalogiques de 2 familles bretonnes dont un membre est atteint de mucoviscidose. Alors si vous avez le même document que moi, vous allez pouvoir voir donc un arbre généalogique en bleu et un arbre généalogique en vert avec la famille grand A et la famille grand B.
La famille grand A, alors concernant la famille grand A, il y a le père et la mère. Il y a 4 enfants. 3 enfants ne sont pas atteints de mucoviscidose et le 4e l'est. Alors, un garçon est atteint de mucoviscidose, une fille non, l'autre fille non plus, et le 4e enfant qui est un garçon n'est pas atteint de mucoviscidose non plus. Dans la famille B, il y a le père et la mère qui ne sont pas atteints. Ils ont une fille qui n'est pas atteinte, et cette fille, plus tard, va se marier avec le 4e garçon de la famille A qui n'est pas atteint de mucoviscidose. Et on se pose la question concernant l'enfant à naître, est-ce qu'il sera atteint de mucoviscidose ou pas? En tout cas, est-ce que l'on peut faire des calculs, des probabilités, pour que cette personne ait ou n'ait pas la mucoviscidose. Donc je répète que dans la famille A, il y a le père et la mère. Ils ont 4 enfants. Un garçon est atteint de mucoviscidose. Le 4e garçon, donc il y a 2 filles et puis un 4e enfant qui est un garçon, qui se marie avec une femme dont les parents ne sont pas atteints de mucoviscidose. Et on demande la probabilité qu'aurait cet enfant d'être atteint de mucoviscidose. Alors, chaque année, 200 enfants naissent en France avec la mucoviscidose, ce qui représente environ une naissance sur 4500. Il existe cependant de fortes disparités régionales. En Bretagne, par exemple, la fréquence est plus élevée. Il y a une naissance sur 3000, alors qu'en général en France, c'est une naissance sur 4500. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus d'enfants atteints, ou porteurs en tout cas, en Bretagne, puisque c'est une naissance sur 3000 et non sur 4500. Et on estime qu'en Bretagne, une personne sur 27 environ est hétérozygote. Donc ça, ce sont des données, et puis toujours en relation avec l'enfant à naître, est-ce que l'on peut faire des probabilités ou calculer la probabilité qu'il soit atteint ou pas. Une consultation de conseil génétique permettra, après une analyse généalogique, d'évaluer un risque de maladie génétique et d'orienter ainsi éventuellement vers le dépistage de l'hétérozygotie ou vers le diagnostic prénatal. Donc là, nous sommes dans le document numéro 1 et je reviens sur l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc ce document présente un cas de transmission autosomale récessive au sein d'une famille. L'utilisation des données numériques et des connaissances sur la méiose permet d'aborder le calcul du risque génétique. Alors, pour répondre à ce problème, nous pouvons dire que le risque d'être atteint pour l'enfant à naître dépend du risque des parents. Non atteints, d'être porteurs de l'allèle muté. Ils ne sont pas atteints, mais ils sont porteurs. Enfin, on va voir s'il y a un risque qu'ils soient porteurs. Et du risque qu'ils ont de le transmettre. Les cas des deux parents sont différents. Alors je répète, pour répondre au problème, le risque d'être atteint pour l'enfant à naître dépend du risque des parents non atteints d'être porteurs de l'allèle muté et également du risque qu'ils ont de le transmettre. Les cas des deux parents sont différents. Premier cas, la mucoviscidose est inconnue dans la famille de la mère dont le risque d'être porteuse de l'allèle muté
est le même pour tout individu en Bretagne, c'est-à-dire 1 sur 27. Deuxième cas, deuxième point, le père a un frère atteint, ce qui signifie que ses parents sont hétérozygotes et portent tous les deux l'allèle muté. N'étant pas atteint, le père a donc un risque d'être porteur de 2 sur 3. En effet, l'échiquier de croisement présentant la descendance de 2 hétérozygotes comporte les génotypes grand N, grand N, ou petit m, ou grand N, petit m, à 2 reprises. Mais on peut éliminer l'hypothèse petit m, c'est-à-dire que le père est donc soit grand N, soit grand N, petit m, avec 2 fois plus de probabilité pour ce dernier cas. Par conséquent, si les 2 parents sont hétérozygotes, le risque qu'ils aient un enfant malade est de 1 sur 4. Le risque que l'enfant à naître soit atteint est donc de 1 sur 27 fois 2 sur 3 fois 1 sur 4, c'est-à-dire 1 sur 162. La question du dépistage de l'enfant à naître ou de l'établissement du génotype des parents peut donc se poser. Donc voilà pour une analyse généalogique pour évaluer un risque, celui d'être atteint de mucoviscidose pour un enfant à naître, à partir de 2 familles, famille A, famille B. Alors, deuxième cas, c'est un cas familial qui résiste à la simple analyse généalogique. Je vous invite à trouver un arbre généalogique d'une famille dont un membre est atteint de ce que l'on appelle l'achondroplasie. Ce sera le cas par exemple de l'acteur Peter Dinklage, atteint d'achondroplasie, et son épouse que vous pouvez voir en photo. Donc, acteur Peter Dinklage. Alors, les parents ne sont pas atteints d'achondroplasie. Ils ont 2 enfants. L'un n'est pas atteint d'achondroplasie et l'autre est atteint d'achondroplasie, comme ce sera le cas de Peter Dinklage. Alors, il faut savoir que l'achondroplasie est la cause la plus fréquente de nanisme d'origine génétique. Elle se caractérise par une perturbation de la croissance des os du visage et de la racine des membres, notamment le fémur, l'humérus, sont raccourcis. Elle est due, cette maladie, à la présence d'un allèle dominant du gène FGFR3, codant pour le récepteur d'un facteur de croissance. L'homozygosie pour cet allèle est généralement létale. Donc si on a juste un seul allèle, il est dominant, mais si l'autre est présent à l'état récessif, la personne peut vivre, mais si les 2 allèles sont présents à l'état dominant, eh bien la personne ne peut pas vivre. Donc on suppose que l'acteur Peter Dinklage est à l'état hétérozygote. Le cas présenté ici correspond à 80% des cas d'achondroplasie, c'est-à-dire, donc si vous comparez des séquences de nucléotides d'allèles du gène FGFR3 sur anagène, eh bien à l'aide de ce logiciel, donc vous pouvez comparer les allèles présents chez les différents membres de la famille
Et on s'aperçoit, vous allez vous apercevoir que, alors là, il faut faire une petite manipulation sur un gène, ce que je ne vous fais pas. Vous débrouillez pour trouver les gènes FGFR3 avec leurs mutants, avec les allèles mutants. Et puis donc, premièrement, vous avez un allèle normal. 2 et 3, vous allez avoir deux allèles mutés responsables de l'achondroplasie. Séquence, donc un allèle numéro 4, enfin, dans le cas numéro 4, donc allèle 1 et 2 du père, de la mère et du fils, qui n'est pas atteint d'achondroplasie. Et 5 et 6, les allèles du fils atteints d'achondroplasie. Et vous allez pouvoir comparer les séquences et vous apercevoir de l'anormalité que nous allons revoir et que je vous avais expliqué tout à l'heure. Alors, donc là, il s'agit de la présence d'un cas complexe associé à la présence d'un allèle muté dominant, ce qui amène à l'utilisation d'un logiciel de traitement de séquence pour comparer les allèles des membres de la famille présentés pour comprendre l'origine de l'achondroplasie chez un individu dont les parents ne sont pas atteints. Alors, le logiciel de traitement de séquence, c'est bien entendu Anagen. Enfin, bien entendu, vous pouvez utiliser un autre, mais là je vous parle d'Anagen. Et on pose ainsi la problématique des mutations de novo, donc qui ne sont pas en relation avec la transmission génétique habituelle, donc des mutations de novo qui pour certaines maladies ne sont pas rares, et c'est le cas de l'achondroplasie. Et on aurait pu étudier également le cas de la myopathie de Duchenne, qui est un cas d'allèle dominant qui donne la maladie. On rappelle que l'achondroplasie, si l'allèle est à l'état de double dominant, c'est létal. Donc la personne ne vit pas, donc on suppose que l'embryon ne va pas survivre. Alors, à noter que plus de 80% des cas d'achondroplasie proviennent d'une telle mutation de novo, DE-NOVO. Cette mutation du nucléotide 1138 conduit au remplacement de l'acide aminé glycine par une arginine dans le récepteur de l'hormone de croissance possédé par les fibroblastes. Elle est responsable, cette mutation, de 98% des cas d'achondroplasie. À l'état homozygote, le génotype est létal, c'est-à-dire conduit à la mort. Et je vous avais dit que la fréquence de cette mutation de novo augmenterait avec l'âge du père. On peut prolonger cette étude en envisageant le risque pour un couple dont l'un des membres est atteint par cette maladie dominante d'avoir un enfant atteint. On soulignera alors là tout l'intérêt du diagnostic prénatal. Je souris, mais c'est triste en fait. Mais bon, il faut voir quelquefois le côté positif. Alors, donc ce cas d'achondroplasie est lié à une mutation de novo, on l'a dit. En effet, chacun des parents n'est porteur, aucun des parents n'est porteur de l'allèle muté. Alors bien sûr, on peut se poser la question, si on ne sait pas que les mutations de novo peuvent exister, c'est-à-dire des mutations aléatoires qui se font comme ça et qui n'ont pas de rapport avec la transmission habituelle des gènes, des allèles en tout cas, enfin des gènes, des allèles évidemment. L'allèle muté, qui est cependant présent dans le génotype du fils donc de l'acteur, provient, après l'étude sur Anagen, donc c'est ce que l'on voit en tout cas, provient donc de la substitution d'une guanine par une adénine en position 1138, position de la séquence de nucléotides du gène, bien entendu. Une telle mutation a pu se produire au cours de la formation des gamètes chez un des deux parents. Voilà. Donc on a bien compris. Donc deux cas, d'abord la mucoviscidose, l'analyse généalogique pour évaluer le risque
d'un enfant à naître pour un cas particulier dans une famille particulière a été vu. Le cas d'achondroplasie, donc mutation de novo possible, a été vu également. Et maintenant, essayons de discuter la bioinformatique ou l'exploitation du big data génétique. Alors il y a eu évidemment une formidable progression des techniques de biologie moléculaire au cours des dernières décennies, ce qui a permis d'accéder rapidement au génome individuel. Les masses énormes de données de séquences génétiques et protéiques sont à l'origine de la bioinformatique, nouveau domaine scientifique à la frontière de l'informatique, de la statistique et de la biologie, donc de la vie. L'utilisation de banques de données permet de collecter et de mettre à disposition des chercheurs l'ensemble des informations contenues sur un gène donné. Ainsi, par exemple, la banque de données CFTR France, donc en relation avec la mucoviscidose, contient des informations concernant le gène à l'origine de la mucoviscidose. Alors, on devrait plutôt dire des mucoviscidoses, parce qu'il y a plusieurs sortes de mucoviscidoses. Bon, elles sont toutes basées sur le même principe, mais il y a plusieurs sortes de mucoviscidoses. Donc, elles comportent des données issues de 5151 malades, à ce jour en tout cas, et des 852 allèles dont ils sont porteurs sur 2075 aujourd'hui connus. Donc, vous voyez, il n'y a pas qu'un allèle conduisant à la mucoviscidose. Cette banque associe à chacun des allèles les troubles qu'ils provoquent chez le patient, car les différents allèles mutés n'ont en effet pas tous les conséquences aussi sévères, ce qui rend complexe l'établissement des diagnostics. Alors, comme activité pratique que vous pourriez faire avec votre enseignant ou tout seul à la maison, c'est explorer une banque de données sur le gène CFTR et caractériser des mutations et rechercher leurs conséquences à l'état homozygote. Donc, vous pouvez trouver sur Internet des résultats d'une recherche graphique dans la banque Cystic Fibrosis Mutation Database. Et également, vous pourriez trouver des données issues de la banque CFTR2, 89 052 patients et 412 allèles référencés. Alors bon, c'est assez compliqué à expliquer si vous n'avez pas les documents devant vous, mais simplement concernant les données issues de la banque CFTR2, eh bien, vous avez le code allèle, la fréquence des allèles et les effets. Par exemple, si on prend la fréquence en pourcentage, je regarde la fréquence la plus élevée, c'est-à-dire l'allèle qui aura la fréquence la plus élevée. Je note 69% à peu près. Et c'est le gène, c'est l'allèle en tout cas, F508DEL, qui provoque, l'effet en relation avec la présence de cet allèle est la mucoviscidose. Donc elle est bien déclarée. Ensuite, en deuxième position, on a 2,54%. C'est l'allèle G5 ou G542X qui provoque la mucoviscidose et sa fréquence est de 2,54%. Donc vous voyez, comparé à F508DEL qui a une fréquence de 69%, lorsque l'on... le calcul est fait par rapport à des gens qui sont atteints de mucoviscidose. Donc si vous prenez 100 personnes qui ont la mucoviscidose, bien il y en aura 69 à peu près qui présenteront l'allèle F508DEL qui sera responsable de la mucoviscidose. Alors à l'état récessif, double récessif, évidemment, double récessif. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait sur le chromosome
alors un certain chromosome, il faut qu'il y ait F508 d'elle et sur l'autre F508 d'elle également. Donc à l'état récessif, homozygote récessif, la mucoviscidose est déclarée. Donc s'il n'y a qu'un des deux allèles, bon là j'en parle pas pour l'instant. Et puis si je regarde l'allèle le moins représenté en pourcentage, ce serait 0,46% qui donne la mucoviscidose, serait l'allèle R1162X. Voilà, donc c'est un exemple de données issues de la banque CFTR2 qui vous donne donc des pourcentages d'allèles qui donnent ou non la mucoviscidose. Vous pouvez également trouver des documents montrant le génotypage réalisé chez la famille A, présenté dans le document 1 précédemment. Donc dans le document, je vous expliquais tout à l'heure, on avait calculé la probabilité qu'un enfant à naître est. Eh bien, là, on peut reprendre cet exemple de famille. Donc il y avait, vous vous souvenez, il y avait les parents, donc un père, une mère qui n'étaient pas atteints de mucoviscidose, mais qui avaient 4 enfants, et l'un des 4 enfants était atteint de mucoviscidose, c'était un garçon, en fait. Et si on regarde, si on fait une analyse génétique de cette famille, d'abord chez le père, on voit qu'il y a un allèle A1 normal et un allèle A2 qui présentait un allèle appelé 3849 plus 10 KB C vers T, c'est-à-dire cytosine en remplacement de T. Et on regarde dans les données issues de la banque CFTR2, on s'aperçoit que cet allèle est représenté à 0,82%, qui donne la mucoviscidose. À l'état double récessif, je suppose. Parce qu'il n'y a pas de dominance apparemment dans les allèles qui donnent la mucoviscidose. Donc voilà, et ce père ne présentait aucun symptôme. Chez la mère, l'analyse génétique donne 2 allèles, évidemment. L'allèle A1 qui est W1282X. Alors je cherche W1282X dans la banque CFTR2 et je m'aperçois que il y a 1,22%. Donc cet allèle est représenté à 1,22%. Donc parmi tous ceux qui ont la mucoviscidose. Et l'allèle A2, D1152 grand H, je cherche D1152 grand H, on a 0,4%, cet allèle est représenté pour 0,4%. Donc vous voyez, ces 2 allèles porteurs, portés par la mère, eh bien, sont rares, mais provoquent chez la mère des affections respiratoires depuis l'enfance. Le diagnostic a été posé à 74 ans. Donc vous voyez que les 2 parents possédaient pour chacun 1 ou 2 allèles, un allèle pour le père et 2 allèles pour la mère, qui étaient en relation avec la mucoviscidose. Et ils ont donné 4 enfants, dont un enfant atteint de la mucoviscidose relativement sévère, mais pas trop au départ, puisque le diagnostic chez l'enfant de mucoviscidose la mucoviscidose a été diagnostiquée à l'âge de 44 ans seulement. Vous vous rendez compte que donc cet enfant issu des 2 parents qui possédaient un allèle anormal et 2 allèles anormaux chez la femme, donc 1 chez l'homme, 2 chez la femme, eh bien cet enfant avait l'allèle 3849, donc
transmis par le père et possédait W1182 transmis par la mère, et les deux allèles induisaient une mucoviscidose légère qui n'a été diagnostiquée qu'à l'âge de 44 ans, mais l'enfant avait une infertilité et des troubles respiratoires. Mais pour X raisons, il n'a pas été diagnostiqué comme étant atteint de mucoviscidose légère. Bon. Alors, les parents avaient également 2 filles non atteintes et un garçon non atteint non plus. Si on regarde, si on fait l'analyse génétique de l'enfant non atteint, il a hérité de l'allèle A2 du père. Donc l'allèle qui s'appelait 3849 10 KB C vers T. Et il avait hérité également de l'allèle 1152H de la mère. Mais il n'avait aucun symptôme. Il est porteur, mais n'a pas de symptômes. Alors A1 et A2, donc 38, 49, etc. et 1152, donc c'était pour, je répète, 0,82%, et pour 1152, c'est 0,4%. Mais bon, il n'y avait pas d'atteinte phénotypique, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de l'expression des génomes, des 2 allèles, ne s'exprimait pas, et donc l'enfant était sain, malgré qu'il ait ces 2 allèles anormaux. Quant aux 2 filles issues des parents, eh bien, l'allèle A1 était normal, et l'allèle A2, pour les 2 filles, était un autre allèle A2, l'allèle A2, possédait W1282 qui provenait de la mère. Et ces 2 filles n'avaient aucun symptôme. Donc le garçon, donc un garçon était atteint de mucoviscidose, diagnostiqué à 44 ans. Le deuxième garçon, pas de symptômes, mais il a 2 allèles anormaux. Et les 2 filles, pas de symptômes, mais elles avaient un allèle anormal. Donc vous voyez que dans le cas de la mucoviscidose, eh bien, on peut faire un diagnostic prénatal qui est très intéressant pour voir si l'enfant atteint serait atteint de mucoviscidose grave, sévère ou peu sévère. Imaginons que l'analyse génétique fasse apparaître F508del, et bien là, dès l'embryogenèse, on peut se poser la question, faut-il garder ou non l'enfant, sachant que F508del est représenté à 69% de tous les cas de mucoviscidose. Alors, pour reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc en début de cours, on a une analyse génétique qui est présentée et qui montre la complexité de la mucoviscidose du point de vue de sa transmission. De nombreux allèles mutés existent et n'ont pas tous le même impact sur la santé de leurs porteurs, même à l'état homozygote. Certaines combinaisons d'allèles mutés conduisent à des troubles sévères, amenant sans ambiguïté au diagnostic, alors que ce n'est pas le cas pour d'autres. Ainsi, la mère possède 2 allèles mutés, comme on l'a vu, mais l'un des 2 ne conduit pas à des troubles importants. La patiente souffre donc de troubles respiratoires, mais n'a pas été diagnostiquée comme étant atteinte de mucoviscidose. Pourtant, elle possède les allèles. En revanche, elle a transmis à son premier fils son allèle le plus délétère qui a été combiné à un autre allèle mutant à l'origine de troubles importants. Cet autre patient est atteint de mucoviscidose, même si l'on peut noter que le diagnostic est tardif, puisqu'on avait vu que c'était assez tardif. L'analyse génétique apporte donc de précieuses informations concernant cette famille et l'hypothèse de la mutation F508del au déterminisme fort peut être éliminée. Malgré tout, le risque de transmission de diverses mutations au déterminisme plus faible est important et justifiera d'un suivi médical.
bien entendu. Donc ce document en relation avec la mucoviscidose, complet et complété par le premier document dont nous avons parlé, concernant le risque d'un enfant atteint qui aurait pu être calculé, eh bien, on a pu appréhender la complexité qui ne laisse pas apparaître la simple analyse d'un arbre généalogique. Donc on a présenté, on peut utiliser des banques de données génétiques issues des techniques récentes de génétique moléculaire, et l'on voit que toute la complexité de cette maladie, le nombre très important des allèles mutés, et on constate que des sujets porteurs de 2 allèles mutés peuvent n'avoir que des symptômes discrets et être diagnostiqués tardivement, voire jamais. L'étude détaillée de l'arbre généalogique montre la transmission des différents allèles mutés au sein de la famille et que tous les allèles mutés n'ont pas le même impact sur la santé des patients. Donc voilà, l'analyse prédictive familiale et l'accès direct au génotype. On a posé le problème comment l'exploitation des informations génétiques et généalogiques permet-elle de prédire ou de suivre la transmission des allèles. On a bien compris que concernant l'analyse généalogique, on peut évaluer le risque. Concernant le cas familial d'achondroplasie qui résiste à la simple analyse généalogique, on a vu qu'il y avait des mutations de novo. Et concernant la bioinformatique ou l'exploitation du big data génétique, eh bien on a vu que des données issues d'une banque, par exemple comme la banque CFTR2, eh bien, peut apporter des informations très importantes sur un couple qui désire avoir un enfant, et en tout cas sur l'enfant. Par exemple, là, on avait vu qu'un frère était malade et l'autre n'était pas malade, mais le frère qui n'est pas malade peut se poser les questions lorsqu'il se marie avec une femme, peut se poser les questions, puisque mon frère était atteint de mucoviscidose, est-ce que moi je ne serais pas porteur de certains allèles qui feraient que mon enfant pourrait être atteint de mucoviscidose. Imaginons il a la mutation F508 d'elle à l'état hétérozygote, je veux dire, eh bien, s'il transmettait cet allèle F508 d'elle à son enfant, cet enfant serait-il ou non atteint, sachant qu'il faut que ce soit à l'état de double récessivité. Mais si sa femme était dans le même cas que lui, notamment en Bretagne où les cas sont beaucoup plus importants, eh bien, si sa femme était à l'état hétérozygote mais porteuse également de F508, alors il y aura une probabilité, peut-être de 50%, il faudrait faire le calcul, que leur enfant soit atteint de mucoviscidose, puisque alors leur allèle F508 serait à l'état de double récessivité, enfin à l'état double récessif. Donc voilà, donc c'est très compliqué, analyse prédictive familiale et l'accès direct au génotype, c'est à la fois compliqué mais à la fois simple, mais c'est important que les parents soient soulagés afin que la grossesse se porte au mieux. Donc voilà, le cours est terminé. Merci. C'était long aujourd'hui. Alors. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce cours parce que c'était assez long. C'est pas forcément évident d'expliquer des choses sans que vous ayez les documents devant vous. Donc vous êtes très méritant. Petite photo finale, un sourire. Tête droite.